Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci beaucoup à Alain Supiot de son invitation. C'est un plaisir d'être ici. Je suis d'autant plus reconnaissante de cette invitation qu'elle me permet de renouer avec un thème qui m'a beaucoup occupée il y a une dizaine d'années, qui est la responsabilité solidaire, et dont je me préoccupe de nouveau depuis environ une année dans le contexte du droit international des droits de l'homme. Donc cette invitation est venue à point nommé, comme le projet et tout le travail que fait Alain Supiot sur la responsabilité solidaire en ce moment, comme son introduction nous l'a rappelé tout à l'heure. C'est aussi un thème qui me tient très à cœur, dans la mesure où c'est un thème, vous le verrez, qui nous permet de juger, d'évaluer, peut-être même de critiquer, ou au contraire d'approuver, l'introduction de catégories de droit privé, en l'occurrence la responsabilité solidaire, dans le domaine des relations internationales. Donc ça combine une catégorie très connue, une institution très connue, la responsabilité solidaire en droit de la responsabilité civile, avec une actualité et des questions de justice internationale tout à fait brûlantes, qui se posent lorsque plusieurs États agissent ensemble, ce qui est de plus en plus le cas, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, ou lorsqu'ils agissent sous couvert ou avec une organisation internationale, ce qui est évidemment de plus en plus le cas. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous avez reçu, je pense, un petit handout, je ne sais pas, j'avais préparé pour vous. Non ? Ok, bon, peut-être que vous l'aurez à la sortie. J'avais préparé pour vous une page et demie de résumé avec quelques références complémentaires et aussi quelques dispositions dont j'aimerais traiter aujourd'hui. Mais je les ai mises sur fiche PowerPoint, donc on les aura en projection. Mais tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas obtenu, à demander ce petit texte. Ah, c'est sur le site, donc parfait. Donc vous pouvez toujours le récupérer tout à l'heure. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de savoir comment répartir les responsabilités, c'est-à-dire, vous le verrez, surtout les réparations, entre plusieurs États, ou entre plusieurs États et plusieurs organisations internationales, ou entre plusieurs organisations internationales, lorsqu'elles ont contribué à causer le même préjudice. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va rechercher l'une d'entre elles uniquement pour une partie du dommage, ou est-ce qu'on va rechercher l'une d'entre elles pour le tout? Donc la question classique de la responsabilité solidaire. Alors, vous voyez le sous-titre, c'est une institution négligée, parce que c'est une institution qui existe en droit international, et je vais vous rappeler ou vous expliquer un petit peu comment, mais qui, à mon avis, a été négligée, pour des raisons que je vais analyser, et je ferai une proposition quant à la manière peut-être d'y remédier. Alors, la responsabilité internationale ou de droit international, qu'est-ce que c'est ? Ça paraît simple, mais je pense que, comme nous sommes dans cette salle probablement des juristes de toutes sortes de domaines du droit, et que la responsabilité en droit international a des caractéristiques très hybrides, très particulières, il faut peut-être le rappeler. Donc pour l'internationaliste, c'est l'ensemble des obligations secondaires qui découlent de la violation d'obligations primaires de droit international. Et ces obligations secondaires, ce sont des obligations de cessation de la violation, de non-répétition de cette violation, et ce sera ça surtout mon sujet aujourd'hui, de réparation, de la part de sujets de droit international qui ont ces obligations, c'est-à-dire soit des États, soit des organisations internationales. Alors, en principe, la responsabilité internationale a deux caractéristiques. En principe, elle est individuelle, indépendante ou distincte, c'est-à-dire qu'en principe, vous pouvez chercher un sujet de responsabilité à la fois, mais pas besoin de les chercher tous, mais vous en cherchez un à la fois. Et surtout, en principe, elle est divise. C'est-à-dire qu'en principe, chaque État et ou organisation internationale responsable peut être recherché individuellement et séparément, mais ne répondre que de la violation de ses obligations internationales à hauteur de la contribution au préjudice qu'elle aura causé. Peu importe qu'elle ait causé ce préjudice avec plusieurs autres États ou plusieurs autres organisations internationales. La difficulté, et je me concentrerai dans cette présentation aujourd'hui sur le droit international des droits de l'homme, et notamment le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est qu'il y a, et on l'a compris tout à l'heure dans la présentation d'Alain Supiot, c'est qu'il y a aujourd'hui toujours plus de cas
de concours de responsabilité, c'est-à-dire de cas dans lesquels plusieurs États et ou plusieurs organisations internationales contribuent à causer un préjudice ensemble. Et il y a au moins 3 constellations dans lesquelles ce genre de concours de responsabilité ou de responsabilité plurale en droit international peuvent être observés en matière de droits de l'homme récemment. J'ai essayé pour vous de les rassembler en 3 constellations. Tout d'abord, ce qu'on appellerait les interventions transnationales de certains États et ou organisations internationales, c'est-à-dire les interventions par lesquelles ces États et organisations exercent une juridiction, c'est-à-dire un contrôle, donc on revient à cette notion de contrôle, sur des titulaires de droits de l'homme en dehors de leur territoire. Par exemple en cas d'occupation ou de mission de maintien ou d'imposition de la paix à l'étranger. Alors je vous donnerai 2 exemples ici. La participation de troupes du Royaume-Uni et des Pays-Bas, par exemple, à des opérations de maintien de la paix en Serbie, au Kosovo ou en Irak, avec ou sans l'ONU ou sans l'Union européenne. 2e exemple, la participation de soldats du Népal, malades du choléra, on le sait maintenant, dans la mission de maintien de la paix de l'ONU en Haïti. 2e constellation de violations transnationales des droits de l'homme qui va m'intéresser, les mouvements transnationaux, physiques ou virtuels, des titulaires de droits de l'homme eux-mêmes. Donc ce ne sont pas les États ou les organisations internationales qui passent d'un territoire à l'autre, mais ce sont les titulaires de droits de l'homme eux-mêmes qui bougent et qui passent sous la juridiction de plusieurs États et de plusieurs organisations internationales, par exemple en cas de migration, comme on le voit actuellement, de déportation, de traite ou de cybersurveillance. Et là, je donnerai comme exemple la surveillance par les États-Unis des données électroniques personnelles de Mme Merkel, il y a quelque temps, ou bien les renvois de migrants sous le régime Dublin de l'Union européenne, de la France vers la Grèce, ou de la Suisse vers la Grèce. 3e constellation, et ce sera celle-là qui va beaucoup nous occuper aujourd'hui, la coopération transnationale entre États et ou organisations internationales, qui rend leurs droits et activités, même lorsque ce droit et ces activités sont nationales ou internes, totalement interdépendantes. Et c'est le cas dans le cadre de la politique monétaire de l'Union ou en matière d'entraide judiciaire internationale. Alors, je vous donne de nouveau 2 exemples. La mise en œuvre d'un mandat d'arrêt de l'Union par les autorités bulgares en Espagne ou l'application des standards de restructuration des dettes du FMI en Grèce. On a parlé du FMI tout à l'heure dans une autre constellation, mais vous voyez que le FMI est revenu déjà 2 fois aujourd'hui. Alors, en cas de pluralité d'États ou d'organisations responsables, le droit international général de la responsabilité connaît, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'institution de la responsabilité solidaire. Et il la connaît dans 2 articles. L'article 47 Arsiwa, je vous l'expliquais tout à l'heure ce qu'Arsiwa veut dire, et l'article 48 Dario. On va analyser ces 2 textes ensemble. Alors, dans ces 2 textes, on se rend compte, et c'est appuyé sur de la pratique internationale, qu'il y a la possibilité en droit international général de rechercher un des États et ou organisations internationales responsables, dans un cas de pluralité de responsabilité, et d'obtenir de l'un d'eux réparation de l'ensemble du préjudice causé. Donc il existe, à côté du principe, la responsabilité divise, une possibilité de responsabilité indivise. Cette possibilité, même si elle existe, a néanmoins une applicabilité en droit international très limitée, parce qu'on verra qu'elle a des conditions très strictes et qu'elle a des principes de mise en œuvre très rigoureux. En fait, ce qu'on remarque, c'est même quand elle est applicable, donc quand ces conditions très strictes d'application et ces modalités de mise en œuvre rigoureuses sont remplies, elle est très peu appliquée. Donc elle est rarement applicable, et quand elle est applicable, elle est très peu appliquée. L'exception vient de régimes spéciaux, comme en droit de la mer, je vous l'expliquerai tout à l'heure, ou dans le domaine des objets qu'on envoie dans l'espace. Là, il y a tout un régime de responsabilité solidaire. Par contre, en droit de l'homme, qui est un domaine, comme je viens de vous le montrer, dans les trois constellations transnationales que j'ai exposées, qui est un domaine dans lequel on a beaucoup actuellement de problèmes de concours de responsabilité, et bien pourtant, en droit international des droits de l'homme, on a très peu d'application, alors qu'elle est applicable, de cette institution de la responsabilité solidaire. Alors, quel est le problème de cette situation ? Eh bien, mon argument sera que cette situation juridique, la négligence de la responsabilité solidaire, son applicabilité limitée et lorsqu'elle est applicable, son application limitée, est source d'injustice.
Injustice tout d'abord pour les victimes des violations en matière de droits de l'homme, mais ça vaut peut-être certainement dans d'autres domaines du droit international, comme l'environnement. Donc une injustice pour ces victimes de violations qui, si elles ne vont pas rechercher chacun des États et ou organisations responsables, risquent de ne se faire dédommager, compenser, que pour une partie du préjudice qu'elles auront subi. Une injustice aussi pour les auteurs de ces violations, dans la mesure où, si vous devez aller chercher chaque État en responsabilité divise pour sa partie de contribution aux dommages causés, il y a de forts risques que cela ne se fera pas et que la victime ira en chercher un seul, celui qu'elle peut, et que par conséquent, les juridictions appelées à se prononcer sur cette question auront tendance à surévaluer la contribution de cet État ou de cette organisation aux dommages causés. Et la plupart du temps, ce qu'on remarque en matière de droits de l'homme, c'est qu'un seul État est poursuivi et cet État se voit attribuer une contribution beaucoup plus forte aux dommages, au préjudice qu'il a causé que ce qu'il a probablement effectivement causé. Ce qui veut dire que pour l'auteur, chacun des auteurs du préjudice lui-même, il y a un risque soit d'enrichissement illégitime, s'il n'est pas recherché, soit de devoir réparer davantage que ce qu'il aura causé. Donc voilà l'injustice que je vois dans cette négligence de la responsabilité solidaire. Un deuxième problème de cette négligence de la responsabilité solidaire, c'est qu'aujourd'hui, et vous l'aurez compris après la présentation d'Alain Suppiot et celle que je viens de vous faire dans cette introduction, les cas de concours de responsabilité sont en croissance constante. Les États agissent beaucoup ensemble et ils agissent beaucoup sous couvert d'organisations internationales. Ça veut dire que les circonstances dans lesquelles on a une pluralité d'États et d'organisations responsables sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on aurait pu imaginer. Et par conséquent, toute la question de la répartition des responsabilités est une question pressante à laquelle nous encourageons les jeunes gens notamment à réfléchir aujourd'hui. Alors, en réponse à ces difficultés, je vous propose un exposé en 4 temps qui se trouve résumé dans le texte que vous recevrez, que vous pourrez trouver tout à l'heure. Tout d'abord, une partie dans laquelle je vais malheureusement devoir passer par quelques rappels techniques sur la responsabilité de droit international, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve les règles qui la régissent, quels sont les sujets concernés, parce que vous vous rendez compte que c'est assez complexe, quelles sont ses conditions d'application et son contenu. Donc ça, ce seront quelques rappels. Ensuite, je vais vous présenter, vous expliquer le système de répartition des responsabilités plurales, c'est-à-dire d'abord la responsabilité divise et les différents critères qui sont utilisés dans ce contexte. Et puis ensuite, je vais vous présenter le régime existant de responsabilité solidaire avec ses conditions et principes de mise en œuvre très rigoureux. Et j'explorerai avec vous pourquoi il y a si peu d'applicabilité et d'application de ce régime. Dans un troisième temps, je vous proposerai un argument pour l'extension du régime de responsabilité solidaire en droit international. Et dans une quatrième partie, je distinguerai cet argument d'un argument connexe qui peut être fait, mais qui est beaucoup plus difficile à faire, et dont j'aimerais véritablement distinguer le mien, qui est l'argument selon lequel il faudrait soulever ou traverser le voile institutionnel et rendre les États membres d'une organisation responsable pour ce que cette organisation fait, indépendamment d'un chef de responsabilité distinct des États. Donc je vais vous expliquer ce genre d'argument et comment l'argument que je fais s'en distingue, mais ce qu'on peut néanmoins envisager dans le contexte, dans le cas où les États membres d'une organisation n'ont pas de chef des responsabilités propres et où, en l'absence d'une responsabilité solidaire des États membres, il y aurait un vide de responsabilité. Et puis enfin, dans ma conclusion, j'ouvrirai le débat, et ça en intéressera certainement certains ici, vers une critique plus générale du régime général de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales qui souffrent probablement des catégories du droit privé et qui souffrent
d'une approche fonctionnaliste de la responsabilité internationale. Donc j'envisagerai cette ouverture dans ma conclusion. Alors, sans plus tarder, ces quelques points techniques sur la responsabilité internationale. Alors, la responsabilité internationale dont je vais vous parler, la principale, c'est la responsabilité internationale des États et des organisations internationales pour faits illicites. Il existe, et c'est une portion congrue, de quelques règles sur la responsabilité internationale pour faits licites, mais c'est très rare, et ce sont, j'imagine, des choses dont mon collègue Vignales de Cambridge parlera à la fin du mois dans ce cours. Moi, je vais me concentrer sur la responsabilité des États et organisations pour faits illicites, c'est-à-dire pour violation d'obligations primaires du droit international. Alors, où est-ce qu'on trouve le droit de la responsabilité internationale? On le trouve à plusieurs endroits. Celui qui va m'intéresser, c'est le droit international général, c'est-à-dire celui qui s'applique par défaut, celui qui s'applique lorsqu'on n'est pas sous couvert d'un traité qui développe une responsabilité spéciale dans un domaine spécial. Et ce droit international général de la responsabilité, on le trouve dans la coutume internationale, donc dans la pratique des États. On le trouve dans les principes généraux, et c'est par ces principes généraux que vont entrer les catégories de la responsabilité civile du droit privé, comme par exemple la responsabilité solidaire. Donc, on va utiliser les principes généraux pour aller chercher des catégories qu'on n'a pas ou pas encore en droit international. Et enfin, on a un petit peu de jurisprudence internationale de la Cour internationale de justice sur ces questions, mais très peu. Si peu que c'est rarement concluant. Les auteurs qui défendent davantage de responsabilité solidaire comme moi vont invoquer les 3 arrêts qui sont invocables, et les adversaires diront mais 3 arrêts pour une communauté internationale de 193 États, c'est vraiment beaucoup trop peu. Donc, on va se reporter sur des documents qui sont parmi les sources du droit international général de la responsabilité les plus consensuelles, c'est-à-dire ces documents qui sont appelés ici Arsiwa et Dario. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces noms barbares? Ce sont des abréviations de 2 textes, les Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, donc les articles sur la responsabilité des États pour faits illicites internationaux, ça c'est les Arsiva, et puis les Dario, les Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, les articles sur la responsabilité des organisations internationales. Alors, ces 2 régimes, ces 2 séries d'articles, c'est à peu près entre 50 et 70 articles, ont été codifiés sur la base de la coutume et des principes généraux et de la jurisprudence internationale pour essayer de capturer quelle est la pratique de la responsabilité internationale des États et des organisations internationales aujourd'hui. Les Arsiva ont été codifiés en 2001 et les Dario en 2011. Par qui? Par la Commission du droit international, qui est une commission des sages constituée auprès de l'Organisation des Nations Unies, dans laquelle siègent des experts nationaux indépendants qui ont pour tâche de codifier la pratique internationale. Alors, le problème de cette codification, c'est que quand on a codifié Arsiva sur la base de la pratique des États en matière de responsabilité internationale, cette pratique était existante et très peu contestée. Donc on l'a fait assez bien. Donc ils ont été très bien reçus, très bien acceptés depuis, parce qu'ils étaient déjà pratiqués quasiment de cette manière-là. Par contre, les Dario, donc les articles sur la responsabilité des organisations internationales, on les a produits 10 ans après, en 2011, sur la base des premiers articles. Donc on a calqué la responsabilité des organisations internationales sur la responsabilité des États. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait ainsi? Parce qu'il y a très peu de pratiques de responsabilité des organisations internationales, indépendamment de ces articles, dans la mesure où il y a très peu d'obligations primaires des organisations internationales et donc très peu de cas dans lesquels ces organisations peuvent être déclarées responsables d'une violation du droit international. Si elles n'ont pas d'obligation primaire, elles n'ont que rarement de responsabilité. Et pourtant, on a décidé de créer un corps d'articles pour la responsabilité des organisations internationales sur la base des articles sur la responsabilité des États. Et on l'a fait quasiment de manière mimétique, en calquant, en copiant les articles sur la responsabilité des organisations sur ceux sur la responsabilité des États. Alors évidemment que
calqués l'un sur l'autre, ça pose beaucoup de difficultés. Une organisation internationale, c'est un ensemble d'États. Donc c'est un sujet corporatif, collectif. Par conséquent, il est un peu surprenant de développer la responsabilité de l'un sur la base de l'autre. Et ensuite, les archivas avaient des problèmes à eux déjà. Et par conséquent, on a repris et magnifié les problèmes des archivas en les calquant dans la responsabilité des organisations internationales. Autre problème de cette codification, c'est que s'il y avait très peu de règles sur la responsabilité des organisations internationales avant la codification des Nations Unies, il y en a eu très peu après, dans la mesure où ces articles n'ont pas été appliqués depuis, ou très peu, puisqu'il n'y a toujours pas beaucoup d'obligations primaires des organisations internationales qui pourraient être violées, et donc il n'y a par conséquent que très peu d'occasions d'appliquer un droit de la responsabilité internationale pour la violation d'obligations primaires qui n'existent pas. Sans parler des immunités des organisations internationales qui sont très rarement soumises à des juridictions domestiques pour cette raison. Elles sont protégées par des immunités devant les tribunaux nationaux et il n'y a pas de tribunaux internationaux qui peuvent juger une organisation internationale. Donc les DARIO existent, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir en parler aujourd'hui, mais ils n'avaient pas et n'ont toujours pas d'application. Qui sont les sujets de la responsabilité internationale ? Alors, ce sont les États et ou les organisations internationales envers des États et ou des organisations internationales. Les régimes de la responsabilité de l'État et de la responsabilité des organisations internationales vont s'appliquer parallèlement, voire quelquefois se croiser, dans la mesure où ils vont être applicables au même état de fait qui impliquerait à la fois des États et des organisations internationales. Les particuliers ne sont pas couverts par ce régime, ni comme auteurs de violations, ni comme personnes envers qui on devrait répondre. Alors, ça, c'est le principe. Maintenant, en pratique, il y a de la responsabilité internationale de l'individu. Elle est avant tout pénale, et donc j'en traiterai pas aujourd'hui. Et on remarque qu'en matière de droit international et de droits de l'homme, on va appliquer Arsiva et Dario de manière analogique. C'est ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je vais partir de l'idée qu'on peut appliquer ces principes à la responsabilité des États et des organisations internationales envers des États, des organisations internationales et des individus. Quelles sont les conditions de la responsabilité internationale ? Pour que la responsabilité internationale se déclenche, il faut 3 conditions. Il faut tout d'abord une obligation primaire qui soit violée, donc il faut du droit international en place et pouvoir prouver que ce droit international a été violé. Ça, c'est facile à comprendre. La deuxième condition est plus difficile et elle va être capitale pour nous aujourd'hui, c'est qu'il faut que cette violation puisse être attribuée soit à l'État, soit à l'organisation internationale, soit aux deux, soit à plusieurs États ou plusieurs organisations internationales. Et cette attribution, elle prend 2 formes dans la responsabilité internationale, soit une attribution de comportement, donc on va attribuer le comportement d'un individu, un organe, un agent de l'État ou de l'organisation internationale, soit à l'État, soit à l'organisation, ou une attribution de responsabilité. Alors, l'attribution de responsabilité, c'est très utile dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire le contexte des responsabilités plurales, dans la mesure où elle permet d'attribuer la responsabilité d'un État ou d'une organisation internationale à un autre État ou une autre organisation internationale. D'accord ? Donc, la multiplication des responsables est rendue possible par l'attribution de responsabilité au sein des conditions de la responsabilité internationale. Alors, quelles sont les modalités, soit de l'attribution de comportement, soit de l'attribution de responsabilité ? Pour l'attribution de comportement, vous voyez à l'écran, il y a un certain nombre de possibilités. Soit on attribue les actes d'un organe de jure de l'État ou de l'organisation internationale à cet État ou cette organisation internationale, soit on attribue les actes de personnes autorisées à exercer des prérogatives de puissance publique pour lui, soit les actes de personnes sous le contrôle effectif de l'État, un organe mis à la disposition de l'État ou de l'organisation par un autre État ou une autre organisation internationale, la gestion d'affaires sans mandat, le mouvement insurrectionnel ou encore la reconnaissance de comportement. Et l'attribution de comportement peut être jointe, c'est-à-dire que si on remarque qu'un État
a mis à disposition ces organes à la disposition d'une organisation internationale, l'attribution du comportement de ces organes va se faire à la fois à l'État et à l'organisation internationale si le contrôle est joint sur ces organes. Donc l'attribution de comportement peut être simple, une attribution d'un organe à l'État ou l'organisation internationale, mais elle peut aussi se faire de manière jointe. L'attribution de responsabilité maintenant, d'État à État ou d'État à organisation internationale, ou d'organisation internationale à organisation internationale, ou d'organisation internationale à État, celle-ci, elle se fait selon, vous le voyez ici à l'écran, 5 possibilités. Soit l'assistance, c'est-à-dire la complicité, l'une aide l'autre, soit le contrôle, les directives, soit la contrainte, soit le contournement d'obligations, et ça c'est très très utile, ça permet, pour le cas où une organisation internationale contourne ses obligations en instrumentalisant un État membre, ou à l'inverse, dans le cas où un État instrumentalise son appartenance à une organisation internationale pour faire faire à l'organisation internationale certaines choses qu'il n'aurait pas le droit de faire lui-même, eh bien dans ces cas-là, il y a une possibilité d'attribution de responsabilité par contournement d'obligations. Et enfin, l'acceptation. Et puis, dernière condition de la responsabilité internationale, l'absence de circonstances excluant l'illicéité. Ici, ça peut être un état de nécessité, le consentement, la force majeure, différentes choses. Ce qui est fort intéressant pour nous, si vous vous intéressez à la responsabilité internationale, c'est qu'il n'y a ni condition de préjudice, ça c'est très différent des responsabilités qu'on connaît en droit national, ni condition subjective, de faute, d'intention, etc. Alors, évidemment qu'il peut y avoir faute, et évidemment qu'il y aura préjudice, sinon il n'y a rien à réparer, et il n'y a aucune causalité, et donc la responsabilité n'entre pas en lieu. Mais, de manière fort étonnante, on pourra en discuter peut-être tout à l'heure, ou généralement, les auteurs de cette codification, de ces deux codifications, n'ont pas retenu le préjudice, en tout cas le préjudice distinct du préjudice légal de la violation elle-même, comme condition de responsabilité. Et puis le contenu de la responsabilité internationale, qu'est-ce que c'est? Ce sont 3 types d'obligations secondaires: cesser la violation, ne pas la répéter et la réparer. Et au sein des obligations de réparation, il y a une obligation de restituer, remettre les choses en l'état. Si la restitution n'est pas possible, indemniser. Et si l'indemnisation n'est pas possible, satisfaire, par exemple s'excuser. Et ici, avec vous, je vais retenir principalement l'indemnisation. Parce que quand il y a une pluralité d'États responsables, c'est la forme d'obligation secondaire qui est la plus pertinente. C'est celle qui va entrer en ligne de compte. Et donc c'est sur les réparations et l'indemnisation que je vais me concentrer dans la suite de cet exposé. Dernière petite remarque, et j'espère ne pas vous avoir endormi définitivement, j'étais obligée de passer par là pour des raisons techniques. Dernière petite remarque terminologique. Dans ce domaine nouveau de la responsabilité plurale des États et des organisations internationales en droit international, il y a beaucoup de termes qui flottent et qui sont utilisés de manière souvent interchangeable, alors qu'ils désignent, en tout cas dans la tête de ceux qui les utilisent, quelquefois des choses très différentes. Alors, on utilise quelquefois responsabilité plurale, quelquefois partagée, quelquefois concurrente, quelquefois conjointe et quelquefois solidaire. Alors, pour moi ici, et c'est l'usage général, la responsabilité plurale, c'est simplement le fait d'une responsabilité d'une pluralité d'États et ou d'organisations internationales, sans plus. À partir du moment où il y a plusieurs responsables, on est dans le champ de la responsabilité plurale ou du concours de responsabilité. À l'intérieur de ce champ, il y a un sous-champ, le champ de la responsabilité partagée. Ce sont les cas dans lesquels il y a une pluralité d'États et d'organisations responsables, mais ces États et ces organisations ont la caractéristique d'être responsables du même préjudice. Donc, il n'y a pas plusieurs préjudices causés, il y a un seul préjudice. Et lorsque la responsabilité plurale est une responsabilité pour le même préjudice, elle est partagée. Au sein de la responsabilité partagée, il faut distinguer entre la responsabilité concurrente et la responsabilité conjointe. La responsabilité partagée concurrente, lorsque le préjudice a été causé par plusieurs faits illicites distincts, et elle est conjointe lorsque le préjudice a été causé par le même fait illicite, c'est-à-dire un seul acte conjoint et non pas une série d'actes, même identiques.
Et la responsabilité solidaire, enfin, c'est le type de responsabilité plurale, partagée, dans un cas de responsabilité conjointe, c'est-à-dire dans un cas de responsabilité pour le même préjudice causé par le même fait illicite. Et lorsque toutes ces conditions sont remplies, eh bien, il y aura responsabilité solidaire. D'accord ? Donc, ça, c'est pour la clarté du propos. Alors, je passe maintenant à la question centrale, c'est-à-dire celle de la répartition. Partons de l'idée que nous sommes dans un cas de responsabilité plurale et partagée, c'est-à-dire nous avons devant nous une pluralité d'États et ou d'organisations internationales responsables du même préjudice. Comment devons-nous répartir, allouer cette responsabilité internationale? Comment répartir les réparations dues? Alors le principe, c'est la responsabilité divise, c'est-à-dire chaque État peut être recherché individuellement en responsabilité à hauteur du préjudice qu'il a contribué à causer. Et les responsabilités, les réparations devront donc être divisées et allouées en fonction de la contribution de chacun au préjudice causé. Alors, comment est-ce que ça se fait en pratique? Ça se fait, et c'est là que c'est curieux d'avoir considéré que le préjudice n'était pas une condition de la responsabilité, ça se fait en fonction de la causalité. Ça se fait en fonction du lien de causalité entre le préjudice causé et la violation de l'obligation primaire. Alors ici, ça devient très technique, on peut distinguer, je pense, 4 formes de causalité. La causalité exclusive, où malgré les apparences, il n'y a qu'un seul fait illicite qui a causé le préjudice. Dans un cas comme ça, c'est facile, il y a une répartition individuelle au seul État ou à la seule organisation responsable. Une causalité parallèle, chaque fait illicite aurait pu conduire au même préjudice, indépendamment des autres. Et là, de nouveau, il est facile de répartir individuellement à chaque État ou organisation responsable ce que leur a causé à contribuer. Une causalité complémentaire, dans un cas comme ça, chaque fait illicite aurait pu conduire à un préjudice indépendamment des autres, mais pas au préjudice complet, qui est un agrégat de tous les préjudices distincts. Ici, il faudra recourir à une répartition proportionnelle à la causalité à chaque État et aux organisations. Et enfin, le cas le plus difficile, la causalité cumulative. Chaque fait illicite pris séparément n'aurait pas pu conduire au préjudice et devait avoir lieu avec les autres pour produire le préjudice. Ce préjudice est donc indivisible et par conséquent, la répartition des responsabilités de manière proportionnelle, divise, est impossible. Alors, quelles sont les alternatives? Vous les connaissez en droit de la responsabilité, la cause adéquate, par exemple la plus proche dans le temps, ou l'équivalence des causes, comme dans la philosophie de la responsabilité. Mais à la fois la cause adéquate et l'équivalence des causes ne sont pas satisfaisantes du point de vue de justice et du point de vue moral. Et c'est pour ça que la plupart du temps, et c'est le cas aussi en droit international, on a une exception, la responsabilité solidaire. Donc, dans un cas de responsabilité solidaire, chaque État ou organisation internationale qui a participé à causer le même préjudice peut être recherché individuellement en responsabilité, mais pour l'entier du préjudice causé. Alors, les conditions de cette responsabilité solidaire en droit international, je vous l'ai dit, elles sont très strictes. Il faut qu'il y ait eu un même fait illicite, un seul et même fait conjoint, et non pas une série de faits distincts, même identiques. Alors, quelles sont les constellations de l'attribution de comportement ou de responsabilité que je vous ai présentées tout à l'heure, dans lesquelles on va pouvoir constater un même fait illicite ou un fait illicite conjoint? Alors, tout d'abord, les faits illicites conjoints, on va pouvoir les observer, par exemple, en cas d'attribution de comportement conjointe. Un organe d'un État, par exemple des troupes, sont contrôlés conjointement par l'État, l'état-major national de ces troupes, et par l'organisation internationale, par exemple l'ONU ou l'Union européenne, dans le cadre de la mission qui utilise ces troupes sur le terrain. Donc, quand il y a attribution de comportement conjointe, on peut observer un fait illicite conjoint. Deuxième possibilité de fait illicite conjoint, l'attribution de responsabilité en raison du contrôle, de la contrainte ou des directives. Vous avez un État complice ou un État
qui contraint un autre État qui est responsable directement du fait illicite. Et ça peut aussi couvrir le cas du contournement des obligations par un État membre d'une organisation internationale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors l'exemple que je donnerais d'un fait illicite conjoint, ce serait la pollution d'une rivière par deux États riverains, parce que l'autorité de régulation des émissions, commune aux deux États, n'a pas fait son travail. Maintenant, les constellations de faits illicites distincts mais identiques, par exemple l'attribution de comportements distincts, chacun des États ou organisations responsables peut se voir attribuer un comportement distinct, soit par l'attribution de responsabilité du fait de l'assistance, de la complicité. Là, il est évident que le fait du complice et le fait de l'auteur principal sont distincts. Et l'exemple que je donnerai, c'est l'extradition d'une personne par un État vers un autre en vue de sa torture dans le deuxième État. Donc la condition de la responsabilité solidaire en droit international, vous voyez que c'est le fait licite conjoint et qu'il est assez rare de pouvoir avoir soit une attribution de comportement conjointe, soit une attribution de responsabilité pour contrôle, contrainte ou contournement. À cela s'ajoute que les principes de mise en œuvre de la responsabilité solidaire sont très lourds. Le droit international requiert l'interdiction de l'enrichissement illégitime. Donc, il est exclu d'avoir un cumul d'actions contre chacun des États responsables pour le tout. La victime ne peut obtenir réparation qu'une seule fois. Et deuxième principe de mise en œuvre, l'existence de recours internes. Pour le reste, les deux articles, 47 et 48, qui sont les articles qui nous parlent de responsabilité solidaire, ne nous disent rien. C'est tout ce qu'on obtient. Une condition d'application très stricte, c'est-à-dire le même fait illicite ou le fait illicite conjoint, comme je vous l'ai décrit, et ces deux principes de mise en œuvre. Et vous allez retrouver le même texte quasiment à l'identique dans l'article 48 d'Ario sur la responsabilité des organisations internationales. Alors pourquoi des conditions si strictes pour l'application de la responsabilité solidaire en droit international? Alors premièrement, si les États et organisations ont agi ensemble par un même fait illicite conjoint, il est évident qu'il sera très difficile d'allouer et de répartir les responsabilités individuelles entre eux. En effet, la causalité sera la plus souvent soit complémentaire, mais surtout cumulative, comme je vous l'ai décrite tout à l'heure. Donc, puisque la causalité est cumulative, et dans le fait illicite conjoint, il sera très difficile de répartir des responsabilités divises. Deuxième explication ou deuxième raison de cette limitation des conditions de la responsabilité solidaire, c'est que si les États ont agi ensemble par un même fait illicite conjoint, c'est qu'ils ont pu se coordonner pour agir ensemble. Et s'ils ont pu se coordonner pour agir, alors ils pourront se coordonner pour répondre. S'ils ont pu se coordonner entre États et ou organisations internationales pour violer le droit international, on part de l'idée qu'ils pourront se coordonner pour répondre et organiser les recours internes entre eux suite au dédommagement de la victime par l'un d'eux. A contrario, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres cas dans les relations internationales? Eh bien, ça veut dire que l'on estime, en tout cas l'on estimait en 2001, que les États ou les organisations internationales ne peuvent pas se coordonner la plupart du temps pour assurer les recours internes en cas de dédommagement de l'entier du préjudice par l'un des responsables et qui ne peuvent donc se coordonner de manière à éviter l'enrichissement illégitime. Et la raison est simple, il n'y a pas de législateur central sur le plan international qui puisse fixer un régime de responsabilité détaillé, ex ante, et il n'y a pas non plus de juge international qui puisse, ex post, répartir les responsabilités et assurer les recours internes. Soit il n'y a pas de tribunal international compétent, soit il y en a trop, c'est souvent le problème, soit la juridiction de ces tribunaux n'est pas obligatoire. Donc, en bref, ce qu'on observe, c'est que c'est le manque de solidarité internationale dans les relations internationales qui expliquerait le peu ou les limites très strictes qui sont mises à la responsabilité solidaire en responsabilité internationale. Donc, il n'est dès lors pas très surprenant que la responsabilité solidaire, même lorsqu'elle est applicable, ait eu une application si limitée. Alors, quand je dis qu'elle a une application limitée, elle a une application limitée en droit international général.
Il y a en effet des régimes spéciaux, comme par exemple le droit international de la mer, ou la Convention de 1972 sur la responsabilité pour les préjudices causés par des objets spatiaux, qui prévoit des régimes spéciaux de solidarité. Donc c'est toujours possible pour les États de le prévoir, ou une organisation internationale de le prévoir. Mais s'ils ne le font pas, ce qui est quand même le cas la plupart du temps, eh bien, c'est le régime par défaut que je viens de vous présenter, qui est très limitatif, qui s'applique. La jurisprudence nous aide peu parce que, je vous ai dit, il y a très peu d'arrêts, et ces arrêts ne sont pas très concluants, en tout cas pour le détail qu'on attendrait, en tant que privatiste notamment, de la responsabilité solidaire. En droit de l'homme, il y a quelques arrêts qui montrent un début de prise de conscience du concours de responsabilité, mais aucun de ces arrêts n'a franchi le pas de l'application de la responsabilité solidaire, alors qu'elle est par défaut applicable et qu'il y a beaucoup de violations de droits de l'homme, comme je l'ai montré dans mon introduction, qui sont produites par un fait illicite conjoint. Alors, quelles sont les explications possibles à la négligence de la responsabilité solidaire, même lorsqu'elle est applicable? Donc, quelles sont les explications qu'on peut donner pour l'absence d'application d'un régime applicable? Alors, j'en ai recensé 6 ici. Premièrement, l'absence de procédure judiciaire nationale ou internationale. Il y a souvent, je vous l'ai dit, très peu de tribunaux, ou pas de tribunaux du tout, compétents pour trancher une affaire de responsabilité internationale. Lorsqu'il y en a, ces procédures sont rarement obligatoires, donc les États ou les organisations responsables doivent consentir à être soumis à la juridiction de ces tribunaux. Troisièmement, la juridiction de ces tribunaux est souvent très limitée, donc ils vont se concentrer sur une dimension du problème. Quatrièmement, il n'y a aucune cohérence ou hiérarchie entre ces différents tribunaux lorsqu'il y en a plusieurs compétents, donc chacun va juger à neuf, sans litispendance et sans principe d'autorité de chose jugée. Cinquièmement, le contentieux international est souvent bilatéral. Chaque État ou chaque victime d'une violation du droit international va se retourner vers l'un des responsables et ne va pas concevoir sa démarche comme une démarche collective. Et finalement, il y a un principe de procédure en droit international qui résiste. C'est un tout vieux principe qui s'appelle le principe de la tierce partie indispensable, qui veut qu'on ne puisse pas trancher une affaire qui impliquerait les droits et les obligations d'un sujet de droit international, un État ou une organisation, qui ne serait pas impliqué dans la procédure. Et donc le principe de la tierce partie indispensable va mettre des œillères au juge, si par hasard un juge est compétent, et le forcer à transformer un cas de concours de responsabilité en un cas de responsabilité individuelle et divise. En droit international des droits de l'homme, le diagnostic, enfin mon diagnostic, est encore plus sévère dans la mesure où, sur ces 6 causes de non-application ou de négligence de la responsabilité solidaire, il y en a très peu qui s'impliquent. En droit international des droits de l'homme, notamment au niveau européen, nous avons la chance d'avoir un tribunal obligatoire, compétent, y compris pour entendre des affaires qui seraient portées contre plusieurs États en même temps, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Donc du point de vue procédural, les explications possibles que je viens de donner tombent les unes après les autres. Et il n'y a donc, à mon avis, que très peu d'excuses pour la Cour européenne des droits de l'homme de ne pas avoir exploré davantage et appliqué le principe de la responsabilité solidaire lorsque les conditions en étaient données, ce qui est, je vous l'ai dit, très souvent le cas. Alors, qu'est-ce que je propose pour parer à ces difficultés? L'extension et la consolidation du principe de la responsabilité solidaire en droit international en général et notamment en matière de droit international des droits de l'homme. Alors, étendre l'applicabilité, ça veut dire garder évidemment la condition du fait illicite conjoint, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Dans ces cas-là, la causalité cumulative est si complexe qu'il est très difficile de diviser la responsabilité. Et en plus, les États se sont coordonnés pour commettre le fait illicite conjoint, et donc il est juste de leur demander de se coordonner pour le réparer. Mais j'ajouterais une deuxième condition possible, un deuxième cas de responsabilité solidaire, ce sont les cas dans lesquels il n'y a pas de fait illicite conjoint. Il y aura une multitude de faits illicites distincts mais identiques, par exemple en cas d'intervention armée de plusieurs États,
en dehors de leur territoire. Et dans ces cas de co-perpétration du fait illicite, le fait illicite n'est pas conjoint, mais la causalité est complexe, soit par complémentarité, soit par cumulation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, par extension de la première condition, je pense que dans ces cas de causalité cumulative, il conviendrait d'étendre le principe de responsabilité solidaire pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'après tout, il y a une complexité de la causalité et il y a une possibilité d'une coordination ex ante. Alors, quelles sont les justifications que j'avance dans le papier pour cette extension du régime de solidarité en droit international et droits de l'homme et en droit international général plus largement? Il y en a 3. D'abord, les personnes lésées dans un cas de violation de droit international et droits de l'homme, ça n'est pas simplement un autre État ou une autre organisation internationale, ce sont des gens, des particuliers, dont l'intérêt à la réparation complète est évidemment plus important que l'intérêt à la réparation complète d'un État ou d'une organisation internationale. Et surtout, cet intérêt à se voir dédommagé entièrement pour le préjudice causé est plus important dans la balance que le risque qu'il y a pour l'un des co-responsables à ne pas se faire rembourser par les autres pour le dédommagement qu'il aura produit. Deuxième argument, celui-ci il est un petit peu plus complexe, c'est un argument qui vous demande de retourner à ce que sont les droits de l'homme et aux obligations qu'ont les États en vertu du droit international des droits de l'homme. Si vous êtes familier avec le droit international des droits de l'homme, vous savez qu'il y a dans la jurisprudence une forme d'obligation qu'on appelle les obligations positives, et notamment une forme d'obligation positive générale développée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui voudrait qu'un État ait l'obligation de mettre en place des institutions aptes à pouvoir ensuite remplir ses autres obligations de droits de l'homme. Eh bien, l'argument que je fais, c'est que chaque État, lorsqu'il se trouve dans des circonstances transnationales que j'ai mentionnées dans mon introduction au début, c'est-à-dire lorsqu'il sort de son territoire ou lorsqu'il a sur son territoire des personnes qui viennent d'un autre territoire, a une obligation positive générale de coordonner l'allocation de ces obligations de droits de l'homme avec les autres États qui exercent juridiction avec lui. Et cette obligation positive générale de coordonner l'allocation des obligations en matière de droits de l'homme implique, à mon avis, une obligation d'institutionnaliser cette coordination et donc ensuite, par conséquent, une responsabilité solidaire pour la violation de cette obligation de coordination. Si vous regardez la réalité, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces violations de droits de l'homme causées par plusieurs États ensemble sont le fait d'États qui agissent de toute façon dans le cadre d'une organisation internationale, comme l'Union européenne ou l'ONU, en cas de mission de paix ou d'application d'un droit intégré. Donc il y a déjà le cadre institutionnel apte, à mon avis, à allouer les obligations ex ante, et donc par extension, le cadre institutionnel nécessaire pour allouer ex post les recours internes entre États responsables. Troisième argument, il y a en droit international des droits de l'homme des tribunaux ou des organes quasi-judiciaires qui ont juridiction obligatoire et qui, par conséquent, sont là pour répartir les responsabilités ex post une fois que la responsabilité solidaire s'est appliquée et qui seront à même d'organiser les recours internes entre États responsables. Donc vous voyez que les 3 arguments qui sont souvent avancés contre la responsabilité solidaire dans les relations internationales, pour manque de solidarité entre les États, se trouvent ici balayés précisément parce que, aujourd'hui, en matière de violation de droits de l'homme, les sujets lésés sont des individus, il y a une obligation d'allouer et de coordonner l'allocation des obligations principales, primaires, et il y a ensuite des tribunaux internationaux. Alors évidemment, ça ne répond pas à toutes les questions, puisque le régime que je vous ai présenté tout à l'heure, il est très maigre. Et il y aura différentes questions encore très difficiles à résoudre, qu'il conviendra de traiter. J'en ai mis quelques-unes ici à l'écran. Comment répartir les recours internes, puisque la causalité, souvent, lorsqu'elle est cumulative, ne le permet pas. Est-ce qu'on va recourir à la cause adéquate, l'équivalence des causes, ou est-ce qu'on va devoir réintroduire ce que la codification des Nations Unies a éjecté, c'est-à-dire la faute, la force de l'obligation violée, la gravité de la violation, toutes ces choses que le droit international n'a jamais voulu en matière de responsabilité internationale, qu'ici on est bien obligé de réintroduire puisque la causalité nous laisse tomber. De même, je propose dans le papier d'avoir recours
aux chefs d'attribution de responsabilité qu'on a vu tout à l'heure, par exemple le contournement d'obligations, la contrainte, l'assistance, comme une aide, comme une forme de causalité dans la causalité, c'est-à-dire une causalité qu'on pourrait utiliser dans la causalité cumulative pour nous permettre de répartir ex post les recours internes en fonction du degré de contrôle exercé, par exemple. Et puis il y a plein de petites questions procédurales qui ravissent les techniciens, dont je vous fais grâce aujourd'hui, sur la libération des autres responsables, etc. Mais je suis sûre qu'Alain, qui aime ces questions, voudra peut-être que j'en parle tout à l'heure. Alors, dernier point maintenant de mon argument, la question distincte, mais très intéressante, et qui peut-être vous est venue à l'esprit en m'écoutant, qui est celle de la possibilité de tenir les États membres d'une organisation internationale responsables solidairement pour le fait illicite de cette organisation, du simple fait qu'ils sont membres, indépendamment d'un fait illicite de ces États. Donc indépendamment d'une attribution de comportement conjointe et indépendamment d'une attribution de responsabilité pour l'un des chefs que nous avons vu tout à l'heure. D'accord ? Donc indépendamment de la complicité, du contournement d'obligations ou de la contrainte de l'État sur l'organisation internationale. Alors, là, évidemment, on le sait, c'est ça l'un des soucis qui sous-tend la démarche d'Alain Supiot, en droit international, il n'est pas possible de souhaiter cela. En droit international, il n'y a pas de responsabilité, solidaire ou pas, des États membres d'une organisation pour le fait illicite d'une organisation du simple fait de la qualité de membre. Il faut passer par l'un des chefs d'attribution de responsabilité ou de comportement qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a un voile institutionnel ou un voile corporatif qui protège les États de responsabilité pour le fait illicite exclusif de l'organisation internationale. Et la raison en est l'autonomie et la personnalité distincte de l'organisation. Cette autonomie, cette personnalité distincte de l'organisation, c'est quelque chose pour laquelle les organisations internationales et leurs États se sont battus beaucoup. Et le problème, c'est qu'elle s'est faite aussi de manière calquée, mimétique, sur celle des États. C'est-à-dire, si les organisations internationales ont une personnalité distincte de celle des États, et que c'est une personnalité qui est la même que celle des États, on doit partir de l'idée qu'il ne peut y avoir de responsabilité de l'un pour l'autre du simple fait de la qualité de membre. L'organisation a une personnalité distincte de celle des États. Et ça, vous en trouvez la confirmation a fortiori dans les articles d'Ario. Alors, pourquoi est-ce que nos intuitions morales résistent ? J'imagine, en tout cas les miennes résistent. Pourquoi est-ce qu'elles résistent ? Pourquoi est-ce que le voile corporatif, institutionnel, dans la responsabilité des organisations internationales, nous choque plus, nous dérange plus que le voile corporatif ou institutionnel dans d'autres domaines de la vie ? Eh bien, il nous choque plus parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les organisations internationales n'ont que peu d'obligations primaires en droit international. Elles n'ont pas d'obligations de droits de l'homme, elles n'ont aujourd'hui que très très peu de vraies obligations de droit international. Et donc on ne peut pas leur appliquer le régime d'Ario de responsabilité des organisations internationales s'il n'y a rien à violer. Elles ne répondent d'aucun fait illicite. De plus, même lorsqu'il y a des obligations primaires à violer et qu'elles les ont violées, il est très difficile de les rendre responsables parce qu'il n'y a pas ou très peu de tribunaux compétents. Les tribunaux nationaux, lorsqu'ils le sont, tout de suite se font renvoyer par les immunités des organisations internationales, et les tribunaux internationaux capables de recevoir une telle requête n'existent pas. Et donc, en pratique, si on ne passe pas par l'attribution de responsabilité de l'organisation à l'État, comme on l'a vu tout à l'heure, et que vous n'avez devant vous que l'organisation internationale comme responsable possible, il y a un vide de responsabilité. Et c'est ce vide de responsabilité qui titille, qui irrite nos intuitions morales. À ce stade, j'aimerais souligner quelque chose qui peut vous intéresser, c'est qu'il y a une discrépance fondamentale entre cette intuition qui va contre le voile institutionnel en matière d'organisation internationale et nos intuitions en matière de voile institutionnel État-individu. En droit international, nous serions choqués si nous étions, nous, tous, solidairement responsables des violations de droit international commises par la France
ou commises par la Suisse. En fait, quand nous devons payer le prix d'une violation du droit international commise par notre État, nous en souffrons moralement et du point de vue de justice. Donc nos intuitions vont dans un sens lorsqu'il s'agit d'une responsabilité solidaire des individus pour un État, et dans un autre lorsqu'il s'agit de discuter la responsabilité solidaire des États membres d'une organisation pour l'organisation. Alors, il y a beaucoup de raisons à la discrépance de nos intuitions sur cette question. L'une d'entre elles, c'est la démocratie, à mon avis, mais il y en a d'autres qu'on peut discuter tout à l'heure, et c'est probablement là l'un des domaines les plus fascinants. Alors, face à la ténacité de nos intuitions morales contre le voile institutionnel, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, à mon avis, c'est ce que je propose dans le papier, proposer deux obligations primaires de droit international des États pour leurs organisations qui, si elles sont violées, pourraient entraîner une responsabilité solidaire des États. Mais dans chacun des deux cas qui sont mentionnés ici à l'écran, la responsabilité solidaire des États, du fait de leur qualité de membre d'une organisation, n'est pas une responsabilité solidaire pour le fait illicite de l'organisation elle-même. C'est une responsabilité solidaire pour la violation d'une obligation des États, pour quelque chose qu'ils n'auraient pas fait en lien avec cette organisation. Alors, la première, c'est la responsabilité financière, qui, à mon avis, doit être solidaire. Je construis cet argument sur la base de l'article 40, paragraphe 2, des articles sur la responsabilité des organisations. C'est un article qui a été mis en place pour faire écho, si vous vous rappelez, de cette histoire, pour faire écho à la tragédie de la faillite du Conseil international de l'État en 1985, qui avait laissé beaucoup de créanciers dans le pétrin, et aucun État membre de ce Conseil n'avait voulu répondre financièrement de cette faillite. Donc 40 alinéa 2, Dario, a été mis en place pour répondre à ce problème, et à mon avis, on peut construire sur la base de cette obligation primaire de financement de l'organisation par les États une obligation collective qui, si elle est violée, pourrait entraîner une responsabilité solidaire. Mais de nouveau, je répète, ce n'est pas une responsabilité solidaire pour le fait illicite lui-même, c'est une responsabilité solidaire pour ne pas avoir financé l'organisation de manière à lui permettre de payer ses dettes. Deuxième possibilité, l'obligation de diligence des États au respect de leurs obligations primaires de droit international, qui, si elle est violée, à mon avis, donnerait naissance à une responsabilité solidaire. De quoi s'agit-il ici? On remarque dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme le développement, depuis quelques années, d'une obligation pour les États membres d'une organisation, d'obligation de diligence. Chaque État membre d'une organisation devrait veiller à ce que le droit de cette organisation ne l'amène pas à violer ses obligations de droits de l'homme. Et si on travaille avec cette obligation un petit peu plus loin, ça n'a jamais été fait, hein, mais si on le fait, à mon avis, on peut aboutir, sur le modèle de l'argument que j'ai donné ici, à une responsabilité solidaire des États membres d'une organisation pour violation de leur obligation de diligence en tant qu'État membre d'une organisation. De nouveau, la responsabilité solidaire pour la violation de cette obligation de diligence collective des États membres d'une organisation n'est pas une responsabilité pour le fait illicite de l'organisation, mais pour le fait des États de ne pas avoir été assez diligents dans leur qualité d'État membre, ne pas avoir veillé à ce que l'organisation n'adopte telle ou telle règle de droit qui les mette dans une situation difficile. Et puis, à la fin du papier, vous verrez que je propose que cette responsabilité solidaire soit subsidiaire dans tous les cas. Puisqu'il s'agit de lever quand même un tout petit peu le voile institutionnel, il ne faut pas le faire de manière trop violente, au risque sinon de jeter le bébé avec l'eau du bain et de perdre définitivement les organisations internationales. Et donc je propose qu'elle soit subsidiaire sur la base, par exemple, de l'article 62 d'Ario. Voilà un dessin de Selçuk qui montre que malgré tout, il y a des bienfaits du voile institutionnel. C'est l'euro et le dollar. Alors on critique beaucoup aujourd'hui, Alain l'a fait tout à l'heure, l'Union européenne dans sa gestion de l'euro face à la Grèce, mais il y a aussi des bienfaits du voile institutionnel. Donc il faut aussi les comprendre quand on remédie au régime de responsabilité actuel. Alors justement, ma conclusion, ce sera d'espérer vous avoir convaincu sur la négligence d'une institution intéressante et juste, qu'il faut, à mon avis, étendre à des nouveaux domaines
pour les motifs que j'ai expliqués dans la partie 3. Mais dans cette conclusion, j'aimerais aussi ouvrir quelque peu le débat, loin des technicités que je vous ai présentées aujourd'hui, dans la mesure où vous pourriez me dire, mais finalement, Madame Besson, c'est bien joli de vouloir développer la responsabilité solidaire, mais comme vous l'avez dit, on a beaucoup de circonstances dans lesquelles on n'a pas d'obligation primaire des organisations internationales. Et donc, même si le régime de responsabilité solidaire est développé, s'il n'y a pas de responsabilité qui s'applique du tout, ça ne va pas beaucoup nous aider à résoudre des difficultés comme l'épidémie du choléra en Haïti causée par les Nations Unies ou les difficultés causées à la Grèce par le FMI ou par l'Union européenne. C'est vrai. Et donc, face à ce vide de responsabilité, avant même qu'on puisse arriver à une responsabilité solidaire, il y a aujourd'hui tout un discours qui se développe en droit international, et vous aurez quelques références dans le handout quand vous le trouverez en ligne tout à l'heure. Certains auteurs proposent d'abandonner complètement Dario, la responsabilité des organisations comme je vous l'ai présenté aujourd'hui, et de passer à des formes alternatives de responsabilité, donc des formes de responsabilité qui ne sont pas des responsabilités pour faits illicites, mais des formes qu'on appelle en anglais accountability, ou bien des obligations primaires soft, du type de celles qu'Alain a mentionnées tout à l'heure, de manière critique, mais les a mentionnées, comme la responsabilité de protéger. D'autres envisagent les canaux de la réputation ou de la responsabilisation des organisations. Et enfin, d'autres mentionnent le retour à l'éthique, et donc le départ du droit international sur ces questions, pour remplir ce vide de la responsabilité. Pour moi, le danger que je vois, en tant qu'internationaliste, c'est tout d'abord le mépris de la question des obligations primaires, et donc des sources, et donc de la légitimité du droit international. Je préférerais qu'on travaille sur le droit lui-même, donc je suis en ligne avec Alain sur ça, et je pense qu'il faut qu'on travaille à la création d'obligations primaires des organisations, avant même de se préoccuper des questions de responsabilité. Et ça, c'est important pour la légitimité du droit international. Ensuite, ces propositions se font, à mon avis, au mépris du rôle des organisations internationales elles-mêmes qui continuent dans la coordination des États pour la protection du droit international à jouer un rôle important. Pour la paix, pour les droits de l'homme, sans Nations Unies, sans Union européenne, il y a beaucoup de choses que les États seuls ne pourraient pas faire. Et donc, abandonner tout le régime actuel en le mettant de côté, en créant quelque chose d'autre à sa place, à mon avis, ça met en péril beaucoup de ses acquis. Donc ce que je propose plutôt dans le papier, c'est de revoir la responsabilité de droit international. Une fois qu'on aura développé des obligations primaires dignes de ce nom pour les organisations internationales, le revoir en le rendant public. Vous avez vu que ce régime, dans la partie 1 que je vous ai présentée, et dans le régime de la responsabilité solidaire, il est calqué sur ce qu'on connaît en tant que privatiste. Et ça, c'est problématique. Surtout maintenant que les États ont constitué ces nouvelles créatures qui sont les organisations internationales, on ne peut pas continuer à travailler sur les États et sur les organisations internationales avec des catégories de droit privé. De même, on doit revoir la théorie fonctionnaliste des organisations et arrêter de concevoir la personnalité des organisations internationales sur le modèle de la personnalité des États. Mais penser leur personnalité en tant que telle, de manière non fonctionnaliste, avec des obligations primaires qui iraient de pair. Quelque part, paradoxalement, c'est la mise en concurrence des États et des organisations qui nous a amenés dans cette situation. Donc voilà ce que je vous propose en fin de présentation. C'est évidemment un peu osé de finir par des propositions qui sont à peine effleurées, mais je voulais quand même dire un certain nombre de ces choses pour qu'elles soient dans la salle et qu'on puisse peut-être en parler tout à l'heure. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Samantha, de ce magnifique exposé. Je pense que nous avons tous énormément appris, en tout cas, j'ai beaucoup appris, et vous avez tout à la fois, je vais dire, démonté ces questions de responsabilité internationale à la manière de l'horlogerie suisse, tout en proposant de remonter avec cette partie de propositions sur laquelle vous avez terminé. Et nous avons besoin de cela, me semble-t-il, particulièrement aujourd'hui.
si on veut avoir une vue optimiste de la situation présente, on pourrait dire que les marges de progression du droit ne cessent d'augmenter. Donc ça fait une grande tâche pour les juristes de votre génération. Nous avons 10 minutes pour un petit échange peut-être. Je vais peut-être demander alors au professeur Mekki d'ouvrir la discussion en tant que civiliste, puisqu'il y a eu plusieurs allusions qui ont été faites au caractère plus ou moins approprié de la transposition des catégories du droit commun aux questions de responsabilité en droit international, et puis plus largement, s'il y a des questions ou des commentaires qui vous sont inspirés par l'exposé de Madame Besson. Merci, Monsieur le Président. Oui, d'abord, je voudrais la remercier pour la présentation de ces questions de responsabilité solidaire en droit international. C'est un domaine que j'ignore totalement, ou alors que j'aborde sous un angle très spécifique et très singulier. Et d'ailleurs, j'ai un certain nombre d'interrogations. Je ne poserai pas toutes les questions maintenant, parce que je pense que sinon on en aura pour 2 ou 3 heures, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter après. Mais il y a certaines questions qui, pour un civiliste, en tout cas, ou un privatiste, de manière plus générale, viennent à l'esprit lorsqu'on vous écoute. La première d'entre elles, mais je suis vraiment très naïf dans ce domaine, donc vous verrez, mes interrogations sont peut-être terre à terre, mais la première, c'est cette réflexion que vous avez faite à propos des obligations des organisations internationales. Nous expliquer que l'une des difficultés, c'est l'absence d'obligations primaires. Et vous finissiez d'ailleurs votre propos en insistant sur les inconvénients de se tourner vers l'éthique plutôt que de réfléchir à des normes strictement juridiques. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, pour essayer de rendre plus facile l'engagement de la responsabilité de ces organisations internationales, de les obliger, lorsqu'on est un État, à adhérer à un ensemble, et vous voyez où je veux en venir, à adhérer à un ensemble de règles éthiques, à un ensemble de principes qui, par cette adhésion, auraient une coloration juridique, et de cette manière, on aurait des obligations primaires qu'ils auraient acceptées, et des obligations primaires qui permettraient ensuite, juridiquement, d'engager plus facilement leurs responsabilités. C'est un mode de raisonnement assez classique, c'est celui que l'on verra d'ailleurs peut-être tout à l'heure sur les entreprises multinationales qui vont obliger leurs fournisseurs et sous-traitants à adhérer à un certain nombre de principes directeurs, ce qui permet ensuite plus facilement d'engager leurs responsabilités ou de les sanctionner. Donc ne peut-on pas raisonner par analogie avec les relations entre États membres et organisations internationales et peut-être demander à certaines organisations internationales plus exposées que les autres d'adhérer à un certain nombre de principes, ce qui ferait naître volontairement par le bas des obligations primaires et qui faciliterait ensuite l'engagement de leurs responsabilités. C'était ma première interrogation. J'en ai une deuxième, j'en ai d'autres, mais je me limiterai à 2 pour l'instant. La deuxième, c'est pour expliquer qu'il n'y ait pas beaucoup de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question de responsabilité solidaire en droit international. Vous nous avez bien expliqué que toutes les conditions étaient pourtant réunies pour que la jurisprudence soit plus abondante, plus dense. Est-ce que l'une des explications n'est pas aussi qu'il y a une condition pour pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, qui est l'épuisement des voies de recours internes? Il faut d'abord épuiser l'ensemble des voies de recours au sein même de l'État avant de pouvoir agir devant la Cour européenne des droits de l'homme, sauf cas particulier. Et en ce sens, est-ce que la politique des États, justement, n'est pas d'éviter que l'on aille devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui ferait mauvaise presse, dans une certaine mesure, et donc de régler en interne ces différents conflits, peut-être même de manière perverse, ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup de décisions. Vous avez cité 3 décisions tout à l'heure, mais que très souvent les États ont tout intérêt à transiger, tout intérêt à même arbitrer, et donc à éviter qu'il y ait une médiatisation qui porterait atteinte à l'image de l'État. Et ce serait une autre explication plus sociologique, mais qui permettrait de comprendre pourquoi les décisions sont peu nombreuses sur le plan international en général, mais au regard de la Cour européenne des droits de l'homme en particulier. Merci infiniment de ces excellentes questions.
Je commencerai peut-être avec la première, sur les obligations primaires des organisations internationales. Donc d'abord, j'aimerais dire qu'il y a des obligations primaires. Il y en a bien sûr, certaines. Mais il y en a moins qu'on pense. Surtout, il n'y en a pas en droit de l'homme et dans certains domaines de droit international humanitaire dans lesquels on voit les circonstances transnationales de violation que j'ai mentionnées tout à l'heure. C'est celles-là qui nous font réagir. Alors, ma critique des auteurs qui nous renvoient à l'éthique, c'est qu'ils nous renvoient à l'éthique sans proposer ce que vous proposez vous, c'est-à-dire en disant simplement on va partir dans l'éthique de la vertu et on va simplement même pas essayer de réformer le droit sur cette base-là. On va simplement avoir recours à d'autres modes de relation aux organisations internationales que les modes juridiques. Donc c'est ça que je critique. Maintenant, s'ils proposaient ce que vous proposez vous, quelles sont les difficultés que je vois? Bien sûr que c'est ça que l'on souhaite, hein, c'est faire passer certaines des obligations morales qui sont plus généreuses vers des obligations juridiques. Hein. Finalement, autrefois, il n'y avait pas de droit à l'alimentation, aujourd'hui il y a un droit à l'alimentation. Pas de droit à l'éducation, aujourd'hui il y a un droit à l'éducation. Il n'y a pas encore de droit à l'amour, par contre on pense que moralement il y a un droit à l'amour, mais juridiquement il n'y a pas encore de droit à l'amour. Donc c'est vrai que l'amour du droit, c'est ça. Donc ce passage des obligations et des droits moraux vers des obligations et des droits juridiques, c'est quelque chose que l'on souhaite, que l'on connaît et que l'on voit arriver. Le problème que je vois avec cette proposition, même si c'est finalement ce qui doit se passer, il est double. Le premier, c'est qu'il faut faire attention à ce mimétisme trop rapide de passer d'obligations éthiques des États à des obligations des organisations internationales. Alors si on peut identifier les obligations morales des organisations internationales, le travail est déjà fait, mais les philosophes sont encore en train de travailler sur ces obligations morales-là. Hein. C'est quelque chose qui est encore assez difficile à définir. Donc il faudrait éviter le mimétisme trop rapide. Et par exemple, en matière de droits de l'homme, même si je pense que les organisations internationales doivent répondre de leurs actes, elles n'ont pas certaines des conditions institutionnelles nécessaires à pouvoir répondre de violations de droits de l'homme. Finalement, les droits de l'homme, ça coûte cher. Déjà, il faut avoir les réserves. Il faut pouvoir les protéger de manière égale à tout le monde. Quand vous protégez les droits de l'homme, il faut pouvoir les protéger pour tout le monde, et pas simplement pour la personne violée dans le cas du choléra à Haïti que vous avez devant vous. Donc il y a un certain nombre d'exigences qui sont comme ça dans l'arrière-plan en matière de droits de l'homme, en éthique, des obligations de droits de l'homme, qu'il faut prendre en compte. Et il ne faut pas penser qu'on va pouvoir passer très vite d'obligations morales des États à des obligations morales des organisations internationales en matière de droits de l'homme. Et puis la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que il ne faut pas toujours penser que le droit est le vilain et que l'éthique sera la solution, dans la mesure où il y a beaucoup de choses que nous faisons en droit qui ont une raison morale d'être ainsi. Une division du travail. La responsabilité, c'est un domaine dans lequel un philosophe de la responsabilité apprendrait beaucoup de la manière dont nous nous débattons nous-mêmes avec la responsabilité solidaire. Donc, je pense que c'est particulièrement le cas dans votre domaine, où la philosophie du contrat et le droit du contrat sont quelquefois à des années-lumière. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être trop hâtif à jeter le droit comme étant imparfait et à penser qu'on trouvera toutes les solutions dans l'éthique. Pour la première raison, je l'ai donnée, c'est-à-dire la difficulté du mimétisme avec l'État. Et la deuxième, c'est qu'il y a souvent des justifications morales à ce que nous faisons juridiquement, même si ça a l'air encore imparfait. Voilà. Et puis la deuxième question que vous avez tout à fait raison, j'ai manqué cette partie dans l'exposé, même s'il y a une bonne partie des raisons que j'ai données pour la non-applicabilité ou la non-application de la responsabilité solidaire en droit international qui ne s'applique pas à la Convention européenne des droits de l'homme parce qu'il y a un tribunal, etc. Dans les difficultés que j'explore pour la Cour européenne des droits de l'homme à trancher de ces affaires sur la base de la responsabilité solidaire, on peut mentionner tout d'abord que très souvent, les cas qui arrivent de pluralité de responsabilité sont des cas dans lesquels tous les États ne sont pas membres de la Convention. Donc, par exemple, vous allez avoir le Pays-Bas et les États-Unis en Irak. Ou bien vous allez avoir une organisation internationale et un État partie de la Convention.
Dans ces cas-là, il y a un des co-responsables qui ne fait pas partie du système de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc évidemment que la Cour ne peut pas lui appliquer ou concevoir une application. La deuxième difficulté, vous l'avez dit vous-même, ce sont les conditions de recevabilité, qui sont très lourdes et qu'il faudrait épuiser pour chacun des co-responsables. Alors vous avez parlé de l'épuisement des voies de recours, mais il y en a d'autres. Et celle qui pose le plus de problèmes actuellement aux requérants qui voudraient amener un cas de pluralité de responsabilité devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la juridiction. À l'article 1 CEDH, il est écrit que les États ne sont responsables d'obligations et de violations de leurs obligations de droits de l'homme au sens de la Convention qu'envers les personnes sous leur juridiction. Donc vous allez devoir, pour chacun des co-responsables, établir que l'État avait juridiction sur ces personnes. Ça veut dire le contrôle effectif, régulier et normatif. Et quand on sait la difficulté de la jurisprudence de la Cour sur la juridiction, on voit très bien que les requérants n'ont pas le temps ni la disponibilité de faire tout cela. Et puis finalement, comme dernière explication que je vois, c'est la complexité. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme, on connaît sa situation actuelle. Et ça, ce sont voilà, elles sont difficiles pour nous, ces questions. Des questions de causalité cumulative et de répartition des recours internes. C'est des problèmes énormes pour une juridiction qui est dans un marasme. Voilà. Alors merci. J'avais également 2 ou 3 petites questions, Samantha. D'abord, peut-être une première sur le concept même de responsabilité. Bon, votre cursus vous a conduit successivement à Oxford, à Balliol. D'ailleurs, je signale que vous avez en préparation, je crois, un ouvrage de droit international qui doit être publié par Oxford University Press prochainement, où les questions évoquées ici seront développées beaucoup plus. Bon, vous êtes aussi de culture germanique, de culture juridique francophone. Est-ce qu'on peut s'accorder aisément dans le monde des internationalistes sur ce que l'on entend par responsabilité? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que certains voudraient revenir à une conception qui serait plus celle de l'accountability, par exemple. Alors, cette distinction liability, accountability, responsabilité. Bon, est-ce qu'il y a un problème conceptuel qui serait utile, ou est-ce que quand on est dans les nimbes du droit international, est-ce que ces questions se dissipent d'elles-mêmes? J'avais une seconde question sur... Vous avez très justement, dans votre conclusion, abordé le point délicat que, malgré tout, ces organisations internationales sont un acquis, qu'il faut être prudent avant de trop les secouer, parce qu'elles sont peut-être fragiles. Et on voit en effet, depuis une quinzaine d'années, se développer, il me semble que c'est l'une des manifestations de cette généralisation du lien d'allégeance comme fort topic d'organisation des ordres juridiques, ce qui a été appelé les coalitions, qui a été théorisé, si ma mémoire est bonne, par le président Bush, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui en ait fait la théorie, mais enfin, il a été le porte-parole de la notion de coalitions of the willings, et c'était dans un mouvement de critique vis-à-vis d'une logique d'organisation. Alors, dans ces logiques de coalition, on peut s'attendre à voir se développer des questions de responsabilité solidaire dans des hypothèses où, au fond, les organisations internationales sont mises de côté. Je pense que vous avez évoqué ce fait, mais ça voudrait dire alors que ces questions de responsabilité solidaire vont se poser de plus en plus souvent. Un autre point qui a beaucoup intéressé le malheureux travailliste que je suis, c'est celui des responsabilités encourues par un État du seul fait d'être membre d'une organisation internationale. Alors ça pourrait intéresser directement une organisation comme l'Organisation internationale du travail, qui a essayé de déployer depuis très bientôt un siècle un système de conventions internationales liant les États, avec là aussi des systèmes de responsabilité qui ne sont pas solidaires, qui sont individuels. Mais le but de l'Organisation internationale du travail, tel qu'il ressort du préambule de sa Constitution, c'est d'éviter que l'inaction des États ou le fait qu'ils maintiennent des conditions de travail déplorables
ne fasse obstacle aux efforts des autres États de maintenir des niveaux sociaux convenables. Et on sent que cet objectif conserve toute son actualité dans une période où l'argument justement de la perte de compétitivité est sans cesse invoqué pour dire il faut diminuer parce qu'autrement nous allons être moins compétitifs. Ne pourrait-on pas dire dans une hypothèse de ce genre que le seul fait, c'est une consultation, je profite, excusez-moi, publiquement là, que le seul fait d'être membre de l'Organisation internationale du travail vous oblige à ne pas entraver les efforts des autres membres, c'est-à-dire les efforts de ceux qui ratifient les conventions. Et ne pourrait-on pas dire que l'État qui ne respecte pas une convention par son seul... Il n'est pas obligé de ratifier une convention internationale, donc il n'est pas tenu de la respecter, mais il devrait être tenu de ne pas porter préjudice aux efforts de ceux qui les ratifient. Et on pourrait en tirer comme conclusion qu'un des aspects de la responsabilité dans ce cas-là, c'est de s'exposer au risque que les produits qui ont été fabriqués en méconnaissance des conventions ratifiées par un pays A ne puissent pas être importés dans ce pays A. Vous voyez le genre de système auquel on pourrait songer. Il me semble que, d'une façon générale, l'OIT s'est engagée depuis sa déclaration de 1998 dans un mouvement où elle cherche à réadosser les obligations sociales internationales sur cette base constitutionnelle devant l'affaiblissement du rôle des conventions internationales, du déclin des ratifications, etc. Et du fait qu'en particulier, ni les États-Unis ni la Chine n'ont ratifié la plupart des conventions, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes. J'avais une dernière question, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop long non plus. On parle isolément des organisations internationales, mais elles sont elles-mêmes regroupées. Par exemple, je ne sais pas, l'OMS et l'OIT appartiennent à un même ensemble. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une solidarité déjà instituée? Comment ça se passe? L'organisation des organisations, vous voyez? Bon, enfin, cela dit, vous répondez aux questions auxquelles vous avez envie de répondre et vous pouvez oublier les autres. Merci beaucoup, Alain, de ces très bonnes questions aussi, dont certaines ne pourront pas obtenir de réponse. Donc, sur la première, sur la question conceptuelle, tout à fait. Donc, on a un problème de langue déjà. En anglais, il y a beaucoup plus de termes. Liability, accountability, responsibility. En français, on n'a pas toute cette palette. Certainement, on l'a quelque part, mais on ne l'a pas, en tout cas, dans les termes. On a peut-être d'autres. Et donc, déjà, quand on traduit, quand on regarde les travaux préparatoires à la Commission du droit international, on se rend compte que beaucoup de ces difficultés ont été abordées à cette époque. Derrière les articles de la Commission du droit international, on a d'abord un rapporteur italien et puis ensuite un rapporteur australo-anglais. Donc il faut aussi voir la patte des traditions qui sont entrées dans ces articles par le biais de ces internationalistes-là, formés dans les traditions de droit privé dans leur cursus national. Donc plutôt que de voir ça comme un problème, je verrais ça comme une chance. Je pense qu'il faut qu'on exploite toutes les possibilités conceptuelles que le caractère multilingue du droit international nous offre et explorer d'autres voies. Donc absolument, je pense que ça c'est le développement à faire. Ensuite, vous avez posé une question sur les coalitions d'États hors organisation internationale. Tout à fait, donc c'était ça parmi mes 3 constellations de situations transnationales de violation des droits de l'homme. C'est la première dans laquelle je mettrais ce genre de situation. Et c'est pour ça que j'ai étendu les cas de responsabilité solidaire à un deuxième cas de figure qui n'est pas le fait illicite conjoint, mais qui est une série de faits illicites distincts mais identiques en coperpétration avec une causalité cumulative. Et c'est d'ailleurs du fait de ces interventions de coalition d'États qu'on s'est posé ces questions-là. En fait, on a même des cas dans lesquels on a plusieurs organisations en poupée russe. Donc on a l'Union européenne qui agit pour les Nations unies. Donc vous pouvez aussi avoir des coalitions au sein des organisations internationales. Votre troisième question sur
enfin, prenons d'abord la quatrième. Sur le regroupement des organisations internationales, je viens d'y répondre en fait indirectement, dans la mesure où les articles sur la responsabilité des organisations internationales conçoivent très bien qu'une organisation internationale soit au service d'une autre, soit le complice d'une autre, contrôle, contourne une autre. Donc le côté poupée russe est déjà prévu, et dans la responsabilité solidaire, si vous regardez le texte, il est déjà conçu comme tel. C'est pour ça que le titre de mon intervention était « Responsabilité solidaire des États et ou organisations internationales ». Donc on pourra avoir plusieurs organisations internationales, plusieurs États et organisations internationales, et ainsi de suite. La quatrième question, la plus difficile, sur le problème de la mutualité des obligations et des responsabilités au sein d'une organisation internationale. Est-ce que l'appartenance à l'organisation change la nature des obligations? Donc vous avez les obligations conventionnelles du traité qui constituent l'organisation internationale, qui sont des obligations multilatérales, bilatérales, probablement, entre États. Et est-ce que le fait que ce traité constitue une organisation internationale change la nature des obligations du traité? Et je pense que oui, je pense qu'on peut faire cet argument-là et qu'on arrive ensuite à des responsabilités collectives, voire solidaires. Oui. Mais il faut travailler un petit peu. Donc je le ferai à votre invitation. On a des responsabilités du seul fait qu'on est membre de l'organisation et qu'on est tenu du coup par le document constitutif de cette organisation. Bien, merci beaucoup de ces réponses, Samantha. Je vois que le temps court et nous avons encore la seconde partie de notre matinée. Bon, il y avait une pause prévue. Je m'en remets à la démocratie. C'est toujours